Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Parole d'actu, le podcast étudiant de l'IRI Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons laisser la parole à nos deux étudiants de l'IRI. Bonjour Armand, Bonjour. vous êtes étudiant à l'IRI Bordeaux et bonjour Ikram. Bonjour. Vous allez aujourd'hui donc nous parler du conflit en RDC et des enjeux stratégiques et géopolitiques liés à ce conflit. Je vous laisse la parole pour ce débat. Effectivement, Mehdi, nous allons donc parler aujourd'hui, du conflit en RDC, notamment, de la présence aussi du M23 au sein de ce pays. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce conflit, à la télé ou sur les réseaux sociaux. On vous a peut-être dit que, c'est une guerre donc ethnique, une lutte pour les droits des Tutsis ou simplement une énième conflit africain. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que en fait, derrière ces mots, il y a, une réalité, bien plus complexe. En effet, on peut dire une réalité de pillage des ressources, d'ingérence étrangère, mais surtout de souffrance humaine qui dure depuis des décennies et aujourd'hui, nous allons vraiment nous plonger dans cette histoire. On va certainement aussi parler de la création du M23, du rôle du Rwanda, des intérêts des grandes puissances et surtout des vies brisées par ce conflit. Et justement, en fait, derrière, chaque chiffre, il y a, personnellement, je trouve quand même qu'il faut noter qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui méritent qu'on parle d'eux, alors, prêts à comprendre ce qui se passe, vraiment en RDC. En tout cas, c'est essentiel d'en parler et de libérer la parole, sur, ce conflit. Donc, avant d'essayer de comprendre le M23, aujourd'hui, il faut, pour comprendre en tout cas ce qui se passe, actuellement, faut, comprendre comment est-ce que le M23 a été réalisé et donc pour ça, il faut remonter à plusieurs, années. Parce que en fait, rien n'arrive par hasard et si on regarde l'histoire de la RDC, on voit que l'est du pays n'a jamais vraiment connu la paix. Donc, pour comprendre la présence du M23 en RDC, il faut donc remonter à l'époque, de Joseph Kabila. Il faut savoir qu'en fait, en 2001, Joseph Kabila monte au pouvoir, donc après l'assassinat de son père. Donc à cette époque, le Congo était quand même, était dans un champ de bataille, en fait, dans le sens où il y avait pas mal de groupes ethniques, paramilitaires, en fait, qui se disputaient, certains, territoires, au Congo. Et donc, Joseph Kabila, jeune et inexpérimenté, a quand même essayé de stabiliser le pays. Mais le problème, c'est que, les tensions dans l'est du pays n'ont jamais vraiment disparu, car il y avait quand même, notamment la présence des groupes paramilitaires qui, comme je l'ai dit au début, se disputaient donc, certains territoires, notamment à l'est du Congo. Et faut savoir en fait que le dénominateur commun, de tous ces conflits, bah, finalement, en fait, c'est les gisements, de l'est du Congo et finalement, en fait, ces personnes, en tout cas, ces groupes paramilitaires ne se disputent pas, le territoire au nom de certaines ethnies, mais plutôt au nom de, certains, ressources, qui peut se trouver, dans ces pays, enfin dans ces régions. Et donc en 2006, Laurent Nkunda fonde ce qu'on appelle le, CNDP. Donc en fait, officiellement, il dit vouloir protéger les Tutsis congolais, donc les Banyamulenge, à ne pas confondre avec les Tutsis, du Rwanda, contre les discriminations et les attaques, des milices hutus comme, les FDLR. Faut savoir que les FDLR, en fait, c'est tout simplement une milice hutu, composée en partie d'anciens génocidaires rwandais qui, ont fui, en fait, le Congo après le génocide de 1994 et donc ce groupe considère, en fait, les Tutsis comme des ennemis, même, ceux qui sont d'ailleurs congolais. Ils attaquent, en fait, les Tutsis congolais, pillent les ressources mais attention, enfin, en tout cas, le CNDP ne se bat pas seulement contre les FDLR. Ils accusent notamment le gouvernement congolais, en tout cas l'ancien gouvernement congolais, de ne pas protéger les Tutsis congolais face aux discriminations. Maintenant, voici où ça devient, plus compliqué. En fait, Laurent Nkunda, donc le fondateur du CNDP et faut savoir que c'est un ancien militaire du Rwanda. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit, durant un rapport qu'elle a partagé. Donc Laurent Nkunda a combattu dans l'armée rwandaise, pendant la guerre civile rwandaise et le génocide.
quand il a créé le CNDP, beaucoup ont vu ça comme, une façon pour le Rwanda, d'étendre son influence, en RDC. En fait, il faut savoir aussi que l'ONU, en tout cas dans ses rapports, a clairement documenté et a expliqué que le Rwanda avait financé, mais aussi armé le CNDP et en échange, en fait, le président du Rwanda aurait en fait soi-disant un accès direct aux ressources, minières de l'Est, du Congo et en fait finalement, on se rend compte que c'est un deal, gagnant-gagnant parce que d'un côté le CNDP obtient des armes, de l'argent et donc un soutien logique et de l'autre côté, le Rwanda obtient un accès aux minerais et affaiblit aussi ses ennemis, autrement dit, les FDLR. Très clairement, en fait, c'est: «Écoute, on te finance et donc tu fais la guerre, mais en échange, tu nous donnes accès aux minerais» et c'est ça, c'est en tout cas, c'est une théorie enfin, en tout cas, c'est pas une théorie, malheureusement, c'est une réalité et donc c'est, dans ce contexte-là, qu'en 2009, excusez-moi, Kabila signe donc, un accord avec le CNDP, donc l'accord du 23 mars et en fait, en théorie, c'était pour intégrer, en fait, les rebelles dans l'armée congolaise et donc ramener la paix. Mais en pratique, ça a été quand même un échec total parce qu'en fait, on s'est rendu compte que certains ex-rebelles se sont, sentis trahis par, Kabila et en fait, en 2012, ils ont repris les armes et créé ce qu'on appelle aujourd'hui le M23, en référence donc à cet accord, du 23 mars et donc pour eux, c'est une promesse brisée malheureusement, mais Nkunda n'a pas agi seul. En fait, derrière lui, il y a eu, un soutien puissant qui est, donc le Rwanda, notamment, le président, Paul Kagame, qui a quand même financé en fait, le M23 et donc ce soutien, n'est pas juste moral, c'était en fait du concret, du militaire, mais aussi du finance. Et alors, pour ajouter ce que tu dis, c'est ce qui est juste, c'est que l'ONU, justement, à partir de 2012, va publier des rapports qui va montrer justement l'implication du Rwanda dans ce fournissement d'armes, de soldats et même d'entraînement au M23. Et ainsi, euh, c'est dur pour le Rwanda de pouvoir nier justement l'implication dans ce problème. Et c'est là que on arrive à prendre maintenant une mesure qui est un peu plus internationale. C'est-à-dire que finalement, le conflit du Congo ne se résume pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un conflit ethnique. Non, c'est qu'il y a vraiment non seulement l'intervention du Rwanda, mais derrière, il y a aussi des puissances, de grandes puissances et des multinationales qui vont tirer profit justement de ces minerais congolais, que ce soit le coltan, l'or, le diamant, tout ça. En fait, toutes ces ressources qui vont alimenter donc ce qu'on appelle les terres rares, c'est toutes les ressources qu'on va utiliser pour la création de téléphones portables, des bijoux, de sa technologie de pointe. Tout cela, en fait, représente vraiment des enjeux qui nous montrent qu'on est vraiment dans un conflit qui dépasse même vraiment ces bases ethniques, quoi. Et ce qui est dur, c'est que de pouvoir, comment dire, bien, pour pouvoir bien appréhender finalement ce problème, c'est que la présence des médias, que ce qu'ils soient occidentaux ou autres, qui vont parler finalement, qui vont plutôt ressasser ce conflit comme étant un conflit juste ethnique. En fait, non, c'est que il y a aussi tout un ensemble d'acteurs qui sont puissants, qui sont derrière et qui vont profiter après de ce chaos pour vraiment s'enrichir. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le MV3 finalement, c'est juste la face cachée, non, enfin, ou plutôt ce qui permet de cacher vraiment, un grand, comment dire? Je vais pas dire un grand complot, mais plutôt, une entreprise ou même, je dirais, une volonté vraiment de pouvoir, garder un système assez, complexe et de pouvoir profiter en fait de ce genre de situation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut voir que le MV3 est aujourd'hui plus fort que jamais. Parce qu'au final, rien ne change en fait. C'est que ce sont les mêmes causes qui vont produire à chaque fois les mêmes effets. Et au final, le MV3, lui, il avance de village en village. Et ça, ça se voit aujourd'hui avec notamment les offensives du M23 et ces prises stratégiques qui se font à partir de 2024-2025. Et ce qui est dur, c'est que ce soit l'ONU, mais aussi plein d'ONG comme Croix-Rouge ou Amnesty International, ça vraiment nous relate des faits sur les violations des droits de l'homme qui sont commises par l'M23
que ce soit des massacres de civils, des villages brûlés, des milliers de déplacés, des milliers de corps déplacés. Et c'est ça qui est vraiment qui est dur aussi à pouvoir vraiment à cerner. C'est ça, c'est toutes ces violences-là. Et après, quand on a Kigali qui vient continuer à nier le rôle du Rwanda dans ce genre de conflit, ben, c'est assez paradoxal. En plus de ça, donc, comme je vous disais par rapport justement à 23, c'est que fin 2024, donc il y a une offensive qui va être majeure qui va être lancée dans l'est de la RDC, qui va amener à une escalade sans précédente. Et en quelques mois, en fait, on voit finalement un contrôle de villes clés comme Goma, qui est au nord de Kivu, et Bukavu, qui est au sud de Kivu, qui sont des hubs économiques et stratégiques vraiment importants, avec notamment 2 millions d'habitants. C'est un carrefour finalement commercial qui est vital pour toute la région et s'achetant en 2025 va être un choc pour le pays. Et excusez-moi, désolée de te couper. En fait, il faut savoir que le M23, il n'a pas commencé en 2024 et je trouve que c'est quand même important de le mentionner, c'est qu'en fait, ça a commencé bien avant ça. C'est-à-dire que ça a commencé en 2012. Ensuite, il y a eu un traité de paix. Ensuite, ça a repris en 2014. Ensuite, il y a eu un autre traité de paix. Donc finalement, on se rend compte que, c'est un conflit qui a quand même duré depuis des années et des années, avec des traités de paix qui finalement, en fait, ne sont pas, en fait, sur une longue durée, quoi. C'est tout le temps sur une courte durée et on a tout le temps les M23, en fait, qui reviennent et qui font de plus en plus de morts, quoi. Et en plus, ce que tu dis est juste parce que moi, ça me fait penser justement, je fais un petit parallèle avec par exemple Ouais, à la Côte d'Ivoire, ouais. ou comment dire, qui connaît ce genre de situation aussi comme ça où on a finalement un parti en place, notamment qui va soutenir Laurent Gbagbo. Ouais, Puis on a ensuite le camp justement du président actuel Alassane Ouattara ouais. et notamment toute une partie de ce qu'on appelle la rébellion, où en fait pendant des années, avant que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir, où finalement on avait ces rebelles, en fait, ce qu'on appelait les rebelles, ces camps rebelles qui sont là et qui finalement créent une tripartite, voilà, même plusieurs partis finalement de pouvoir qui sont partagés comme ça. Et puis ensuite, ces rebelles vont prendre un peu, au départ, ils étaient dans le nord du pays. Puis ensuite, ils se sont installés dans pratiquement beaucoup de villages, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire après. Et donc voilà, c'est ça. Et comme tu l'as dit, c'est ça, ce sont donc, surtout pendant les conflits post-élection, que ce soit en 2002 ou en 2011, en fait, ce sont des moments où, à chaque fois, il y a les rebelles qui sont là, il y a des tueries, pareil, plein de violations aux droits de l'homme, tout ça. Donc c'est vrai que ce sont des situations qui sont vraiment, compliquées, quoi. Et ce sont surtout en fait, ce sont des conquêtes, on se demande: «Mais pourquoi ces conquêtes, en fait?» Ouais. Mais ces conquêtes, en fait, elles ont un but précis, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, un contrôle des routes commerciales, parce qu'au final, le M23, à quoi il sert? Il sert vraiment à bloquer les axes routiers, donc paralyser l'économie régionale. Bien sûr. Enfin locale et régionale du coup. Ouais. Et c'est aussi un accès aux ressources minières. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que et surtout, il faut bien savoir par rapport à l'est du Congo, c'est que l'est du Congo, il est riche en coltan, en or et en diamant. Et c'est pour ça qu'au final, on peut en déduire assez logiquement et que ce soit dans les rapports, de l'ONU, mais aussi, par exemple, dans, un des livres, de France-Afrique, enfin pardon, qui s'appelle, «L'empire qui ne veut pas mourir, histoire de la France-Afrique», Ouais. qui vraiment démontre en fait que ces l'application finalement des M3, vraiment ils cherchent vraiment à faire pression sur le Kinshasa et à prendre des villes symboliques et vont forcer en fait le gouvernement congolais à négocier avec les M3. Et ça a des conséquences déjà humanitaires qui vont être dévastatrices, comme on disait tout à l'heure. Rapport par exemple de la Croix-Rouge qui parlait justement de 7 000 civils tués, et ça c'est depuis 2024. 450 000 personnes qui vont être déplacées, fuyant les violences, 90 camps de déplacés qui vont être détruits, laissant des familles entières sans abri. Donc, il y a vraiment une vraie réalité qui est sombre, en fait, qui est bien plus sombre, notamment avec la gestion des morts. Dans certaines zones, comme le Goma ou le Bukavu, on a des corps qui vont s'accumuler et qui vont être obligés et la Croix-Rouge, justement, est obligée de déterrer ces corps, de les enterrer soit dans des fosses communes, parce qu'il faut éviter la propagation de maladies comme la choléra ou la dysenterie. Bref, tout cela, en fait, et en plus, on peut aussi rajouter aussi les violences faites aux femmes comme autre arme type de guerre. Ouais.
Et justement, en fait, avec tout ce qui se passe, finalement, on se pose quand même la question de, la communauté internationale. Finalement, est-ce que, elle, prend des responsabilités? Enfin, est-ce qu'elle prend ses responsabilités au sérieux? C'est-à-dire, est-ce qu'elle, met en place des sanctions, face, au M23, mais aussi, au Rwanda? Donc en théorie, on va dire oui, mais en pratique, en fait, on se rend compte que, c'est une autre histoire, quoi. Donc face à cette, escalade, la communauté internationale a enfin réagi parce qu'en fait, en février 2025, le Conseil de sécurité, de l'ONU a adopté donc, une, résolution exigeant donc le retrait immédiat des troupes rwandaises, du territoire congolais, mais aussi, la cessation de tout soutien au M23. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a 2 mois, il y a eu un cessez-le-feu qui, malheureusement n'a duré que 24 heures. Et c'est là où quand même on se demande, l'application ou en tout cas, la la le fait de prendre au sérieux en fait, ce j'ai pas envie de dire génocide, mais, voilà, enfin ce conflit, quoi. Mais donc, soyons très clairs, cette, résolution, c'est surtout du vent. Parce qu'en fait, l'ONU dit, au Rwanda très clairement: «Arrêtez de financer le M23», mais elle ne prend pas de mesures, en tout cas concrètes, pour, faire respecter cette demande. Pas de sanctions aussi économiques lourdes, qui ont été, mis en place. Pas d'embargo sur les armes, pas de pression réelle, sur Paul Kagame, donc qui est le président quand même du Rwanda. Résultat, bah, le Rwanda, en fait, continue de nier encore et encore, son implication et le M23 continue d'avancer. Et donc devant cette, initiative, faut savoir que la ministre des Affaires étrangères donc, de la RDC, a pris la parole à l'ONU pour, dénoncer en fait très sincèrement l'hypocrisie, bah, de la communauté internationale. Dans un discours, elle déclare en fait, «Le Congo est en train de saigner, nos enfants meurent, nos femmes sont violées, nos villages sont brûlés et tout ça avec le soutien d'un pays voisin qui prétend être notre ami, mais où est la justice? Où sont les sanctions?» Et d'ailleurs, elle appelle la communauté internationale, que ce soit l'ONU, mais aussi certaines puissances internationales, de passer des paroles enfin de passer en fait des paroles aux actes, en incitant en fait sur le fait, que le silence équivaut à une, complicité. Quelques pays donc ont pris des mesures, mais restent quand même insuffisantes. Par exemple, on a le cas du Royaume-Uni qui a quand même suspendu son aide, au Rwanda, soit, 25 millions de livres par an et l'Union européenne en fait qui a gelé, les avoirs de plusieurs officiers rwandais. Mais après ça, c'est tout ce qui est dit, mais est-ce que la réalité, enfin en tout cas, est-ce que c'est appliqué? Ça, c'est autre chose. Et oui, et en plus, à ce moment-là, on peut se demander, mais quel est finalement l'intérêt de garder non seulement cette RDC comme ça, vraiment dans cet état, et surtout de dire, mais donc son concours est faible, il est divisé, très bien. Mais comment est-ce que, en plus de ça aussi, on peut se demander aussi, mais pourquoi il y a un silence en fait, un vrai silence vraiment sur ce conflit? Parce que on n'entend pas énormément parler, et pourtant c'est un conflit qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est meurtrier, qui est vraiment qui est sanglant, et qui en plus de ça qui donne des conséquences humanitaires vraiment qui sont, bon, dévastatrices. Mais au final, heu, on peut quand même, se voir une application de rôle de l'Occident, comme tu disais tout à l'heure, finalement, genre, est-ce que pourquoi le rôle de l'Occident finalement ne n'intervient pas tant que ça? Ouais. Mais c'est qu'en fait, il y a quand même des motivations, et encore une fois, je vous renvoie au livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est «L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique», et dans cet ouvrage, finalement, on nous montre que, heu, l'implication finalement, ou l'ingérence, ou même la non-ingérence de l'Occident, finalement, c'est pas par hasard, en fait. C'est pas par hasard, parce qu'au final, ça permet non seulement, on a des motivations finalement qui sont économiques. On se rend compte finalement que le contrôle d'une zone, qui est l'une des plus riches d'Afrique d'ailleurs, c'est une guerre qui est financée par non seulement, les occidentaux aussi, mais que les médias finalement sont pas complices, mais en tout cas
participe finalement à modifier la perception finalement que ce conflit nous donne. Et d'ailleurs, l'ouvrage finalement nous montre vraiment que parfois l'ingérence occidentale dans les affaires congolaises, elle a été documentée. Ouais. Exact. On peut par exemple prendre dans les années 60, après donc l'indépendance, où les États-Unis et leurs alliés vont jouer un rôle clé dans la politique congolaise. L'assassinat par exemple de Patrick Lumumba, 61, qui est un premier ministre de la RDC et qui va être renversé et assassiné. Et il semble que, en tout cas, une intervention non seulement de la CIA, mais aussi de la Belgique, est avérée dans ce pays. On a aussi, par exemple, la mort, par exemple, de Laurent Désiré Kabila, qui finalement, c'est assez trouble, en fait, cette mort, qui jusqu'à présent, même, on ne sait pas encore son application, puisque on parle d'abord de la mort d'un garde du corps, mais finalement, on peut voir que finalement, il n'y a pas tant d'intérêt que ça à ce que sa mort se fasse comme ça, sauf que les États-Unis sont peut-être là-dedans. Ou que le contrôle des ressources, qui vont être, permettre de se rapprocher, ou alors empêcher plutôt le rapprochement envers la Chine, qui inquiétait aussi les États-Unis. Donc, finalement, on peut voir que, effectivement, ces rapports avec l'Occident, c'est un rapport qui est documenté depuis des années et aujourd'hui, peut-être que ça ne change pas tant que Ouais ça. et je suis d'accord sur ce point avec toi parce que, bah, en fait, on se rend compte finalement que, certains puissances occidentaux, en fait, sont quand même impliqués dans ce conflit, bien sûr indirectement. Par exemple, malheureusement depuis 1960, les États-Unis ont toujours été, impliqués dans ce conflit en aidant en fait, le Rwanda, donc Paul Kagame, en lui envoyant des armes, financièrement en lui envoyant aussi de l'argent et d'ailleurs, en contrepartie, Paul Kagame, leur envoie, des ressources Mmh. qui lui-même pille, de la RDC et faut savoir, récemment, en fait, quand l'Union européenne avait pris des mesures strictes, concernant le Rwanda, en fait, avait, comment dire? Dans une résolution, en fait, que le Rwanda, avait, mis en place. En fait, en gros, on a, le parlement rwandais réagit, en fait, à une résolution du Parlement européen concernant donc la situation sécuritaire dans l'est, de la RDC. Il considère, en fait, que cette, résolution n'est pas, objective et ne prend pas en compte les causes profondes de l'insécurité dans la région. Et donc le Rwanda affirme que l'insécurité est due à un héritage colonial, à des tensions ethniques exacerbées par, la RDC et à la présence de plus de 250 groupes armés dont, notamment les FDLR, accusés d'être responsables, du massacre. Effectivement et on a aussi, une question qu'on peut se poser aussi, c'est vraiment est-ce que, le Congo peut non seulement parvenir à contrôler cette région et dans quel cas, peut-être, elle peut le faire? Est-ce que, une intervention aussi des autres pays qui sont frontaliers au Congo ou même un peu plus puissants dans la zone d'Afrique, peuvent aider finalement à reprendre, un contrôle? Mais au final, c'est assez paradoxal parce que, hem, on a notamment Michaela Wrong, qui est une journaliste britannique, qui a expliqué qu'elle a vu une interview avec un ministre du Congo qui explique que, le problème du Congo, c'est qu'ils n'ont pas d'armée. En fait, ils n'ont vraiment, ils n'ont pas d'armée. Or, le problème, c'est que, à l'époque, notamment Mobutu, qui avait dit en fait, il comptait sur des mercenaires qui payaient avec les ressources du pays. Or, ce sont beaucoup de troupes. En fait, l'armée congolaise, à cette époque, elle était vraiment composée de beaucoup de troupes africaines, mais qui ne sont pas du coup du Congo. Donc voilà, c'est quelque chose, dont, nous pouvons voir que finalement cette guerre du RDC, finalement, c'est pas juste une histoire de soldats et de rebelles. C'est vraiment une histoire de silence, de profit, de décisions prises qui sont loin des champs de bataille et tant qu'on a en fait, le problème, c'est qu'on n'en parle pas et tant qu'on n'en parle pas, en fait, on ne mettra pas de lumière sur ces mécanismes. Donc l'histoire vraiment continuera à se répéter, quoi. Oui, bien sûr, donc finalement la guerre, en RDC, bah, on se rend compte que c'est pas juste une histoire de soldats ni de rebelles, c'est une histoire de silence, de profit, mais aussi, de décisions prises loin des champs de bataille. Bah, finalement l'histoire, continue, se répète et malheureusement, enfin en tout cas je trouve et j'imagine que tu penses aussi qu'il faut en parler
Et d'ailleurs, quand j'ai commencé en tout cas à me renseigner sur, le conflit en RDC, je me suis sentie un peu perdue parce que, soyons honnêtes, nous les étudiants, on n'a pas, tous les infos nécessaires. On n'a pas accès aux rapports confidentiels, ni aux coulisses de la diplomatie. Mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est, l'essentiel en tout cas, c'est d'en parler. Parler de ce qui se passe, même si on n'a pas, toutes les réponses parce que parfois les médias ne disent pas tout. Parfois ils simplifient en fait, ils occultent, ils déforment aussi et c'est à nous en tant qu'en tout cas jeunes Africains, en tant qu'êtres humains aussi de creuser, de questionner, de chercher la vérité. Vous savez, enfin l'Afrique, est en train de se réveiller. On le voit partout, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les débats. Mais pour changer les choses, il faut, d'abord les comprendre et pour les comprendre, il faut en parler. Alors oui, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les réponses, mais ce qu'on a en tout cas, c'est une voix et cette voix, elle peut, faire la différence. Parce que chaque fois qu'on parle de ce conflit, chaque fois qu'on partage une information, on brise un peu, ce mur de silence. On montre que l'Afrique n'est pas juste un continent de guerre, ni de pauvreté, mais un continent qui se bat, qui résiste, et qui commence à se réveiller. Alors si on peut conclure en tout cas, ce podcast, c'est, informez-vous, parlez-en, partagez ce que vous savez parce que, l'histoire ne se fait pas seulement dans les réunions, de l'ONU, elle se fait aussi ici, dans nos discussions, dans nos prises de conscience et c'est, comme ça qu'on pourra en tout cas, changer les choses. Merci beaucoup Ikram et Armand d'avoir pu participer à ce débat. C'est vrai que là, on voit tous les enjeux géostratégiques et géopolitiques du conflit en RDC. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Parole d'actu. N'hésitez pas à repartager et à liker le podcast. On se retrouve très vite. À bientôt.